Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie et vous êtes surtout sur le stand de Marianne au salon du Made in France. Je vous remercie d'avoir accepté notre demande d'interview. On va plus particulièrement parler de patriotisme industriel que vous connaissez très bien. En guise de bilan de votre action et quelque part de l'action de l'exécutif depuis 2007, vous avancez quelques chiffres assez flatteurs. 90 000 emplois industriels créés, 300 usines. Nous avons cette semaine, la semaine dernière, publié un classement, un palmarès des 50 plus grandes sociétés industrielles françaises et il en ressort que les effectifs en France baissent de 11%, donc c'est l'équivalent de 130 000 personnes, et puis que concomitamment, entre 2012 et 2022, il y a une augmentation des salariés à l'étranger de 30%. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il y a presque, je dirais, une sorte de dissonance entre les chiffres que l'on sort et qui reflètent des documents officiels, puisque ce sont des documents de référence qui sont déposés auprès de l'AMF, et puis vos chiffres qui sont également officiels. Comment expliquer ce contraste et qu'est-ce que ça vous inspire? Mais bon, d'abord, ça m'inspire que... Comme disait Winston Churchill, il y a trois sortes de mensonges, les statistiques et les sacrées statistiques. Mais plus sérieusement, moi mes chiffres ne sont pas les miens, ce sont ceux de l'INSEE, qui est un institut indépendant et qui compte, je dirais, l'ensemble de l'œuvre. Il compte à la fois les emplois auxquels vous faites référence dans un certain nombre de grandes entreprises françaises basées en France. Il compte aussi les milliers de salariés qui sont concernés par les entreprises de plus petite taille, les PME, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, mais il compte aussi, et c'est ça qui est en train de changer depuis 6 ans, des entreprises internationales qui viennent créer de l'emploi industriel en France. Donc l'INSEE nous dit sur 6 ans, en fait c'est même maintenant un peu plus de 100 000 emplois industriels créés, mais évidemment, suivant le bon vieux précepte schumpeterien de la création destructrice, il y a toujours des emplois qui malheureusement sont détruits, toujours des emplois qui sont créés. Vous parliez des usines. On n'a pas ouvert 300 usines en France. On a ouvert 300 usines de plus qu'on en a fermé. Il y a malheureusement... Une création nette. Voilà. Donc c'est bien ça qu'il faut intégrer. Maintenant, peut-être pour se mettre d'accord sur ces chiffres, se dire que depuis 6 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé la tendance. On a stabilisé une chute quasi inexorable qui était en place depuis 20 à 30 ans. Mais maintenant, vous parliez de mon bilan, le bilan il fait que commencer, il faut surtout se projeter pour accélérer tout ça. Mais est-ce à dire tout de même, si on vous entend, qu'il y a des patrons de PME ou de ETI qui ont envie d'investir en France, qui ont un sentiment patriotique, peut-être aussi des grandes sociétés étrangères qui sont attirées par les conditions économiques, fiscales, que sais-je encore, de la France, et puis je dirais parallèlement des grands patrons français, puisqu'il s'agit quand même des 50 premiers, qui, je dirais, délaissent un peu le territoire. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller jusqu'au name and shame de tel ou tel patron patriote ou traître à la nation. Votre étude, elle est très bien faite d'ailleurs, parce qu'elle montre qu'il y a quand même des tendances sectorielles. On voit bien que dans l'électronique, par exemple, la France attire. Et l'industrie française recrute. Et elle continue à le faire, puisque vous savez que ST va ouvrir une gigafactory à Crolles dans l'Isère. Le luxe, qui est un des grands savoir-faire français, et ça c'est important pour une discussion avec Marianne, qui s'exporte. Parce qu'on parle souvent d'une certaine forme de protection de la production à la française. Moi j'aime toujours à dire que les portes, ça se ferme dans les deux sens. Donc si vous empêchez des produits internationaux de revenir en France, vous aurez peut-être aussi du mal à exporter les vôtres. Donc le luxe, ça crée de l'emploi, et ça crée de l'emploi en France. Il y a des secteurs d'autres que vous mettez en avant, l'automobile, qui a été effectivement une lente, inexorable décrue depuis des décennies, qu'on essaye d'inverser. Alors ils ne sont pas encore dans les statistiques, mais les gigafactories de batteries, le rapatriement d'1 million de véhicules électriques en France, auxquels se sont engagés Stellantis et Renault, j'espère que ça va inverser un peu votre tendance. Et puis le gros secteur, c'est la pharma. Vous parlez de la pharmaceutique. Et c'est vrai que l'industrie pharmaceutique, depuis des décennies, a eu tendance à produire ailleurs. Et ça, le réveil quand même collectif, ça a été la Covid. Donc on a maintenant des entreprises pharmaceutiques qui sont en train de rapatrier. Donc, je ne sais pas si on puisse parler là encore de patriotisme proactif de tel ou tel patron.
mais en tout cas une certaine forme de responsabilité et une politique publique qui, je pense, a aidé. Alors, on a parlé de l'étude de Marianne. On va aussi parler des territoires d'industrie, puisque vous êtes à l'acte 2, si j'ai bien compris. Alors, effectivement, quand on passe en revue ces territoires d'industrie, on entend parler de villes que jusqu'alors on ignorait un peu. Revel, Alès, Libourne, Montaigu, Lisieux. Bon, habituellement, quand un ministre de l'Industrie parle de territoire, c'est toujours des grandes villes, des grandes métropoles. Donc ça, je trouve que c'est une sorte de rupture bienvenue. Mais on a l'impression qu'en gros, ça consiste à faire appel à la bonne volonté des acteurs publics, à les mettre ensemble. Et puis ça ne va pas plus loin que, je dirais, une forme de fédéralisme des bonnes volontés industrielles et des élus locaux. Alors, on était à l'Assemblée Générale de Territoires d'Industrie pour lancer, vous l'avez dit, la phase 2. Avec, pour représenter les régions de France, puisque les régions sont partenaires, les intercommunalités de France sont partenaires et France Industrie est partenaire. Avec Marie-Guide Dufay, qui est présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et elle l'a dit, c'est pas moi. Elle a dit, pour moi, territoire d'industrie, c'est un exemple, et il n'y en a pas beaucoup, de vraie décentralisation réussie. Qu'est-ce qu'on fait dans territoire d'industrie? C'est elle qui le dit encore, l'État stratège, qui donne une impulsion, qui est prêt à aider en ingénierie, en financement, des territoires qui s'organisent, à deux conditions. Un, qu'ils en aient envie, et deux, qu'ils aient des idées. Envie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a demandé de se mettre ensemble. Et pour chaque territoire, il y a un binôme élu industriel qui est prêt à nous faire un projet. À Alès, dans le Doubs, à Viré, dans les grandes métropoles maintenant qui commencent à s'y intéresser aussi. Et ce projet, s'il est, nourri d'idées intéressantes pour redévelopper l'industrie dans ce territoire, nous on dit banco, on les labellise. Derrière, on met quand même un peu d'argent. Il y aura 500 millions d'euros sur 5 ans. Ce n'est pas énorme. Non, mais on a mis 2 milliards pendant la relance. Ça a créé 7 milliards d'investissements. Mais 500 millions sur 5 ans, ça va permettre là encore de créer plus d'investissements. Vous le savez sans doute, c'est encore l'INSEE qui le dit. C'est quand même une source assez fiable. Vous y avez travaillé, je crois. Il y a longtemps. Il y a prescription, je dirais. Mais c'est vrai que j'ai gardé un attachement pour cet institut de statistique que le monde entier nous envie. Mais quand vous créez 1 milliard de valeur ajoutée en France, vous créez 25 000 emplois et vous économisez 800 000 tonnes de CO2. Donc ça, c'est des chiffres objectifs de l'INSEE qui montrent bien que produire en France, ça a du sens. Et moi, ce que j'aime dans Territoire d'Industrie, c'est ce que vous dites. C'est qu'au-delà des grands projets portés par France 2030, les gigafactories à Dunkerque, on va en parler. On a un programme aujourd'hui qui s'occupe des territoires où France 2030 ne va pas. Et qui s'occupe des territoires qui ont été délaissés par l'industrie depuis 30 ans, dans lesquels la colère a cru et dans lequel l'espoir a disparu. Moi, j'ai une conviction, c'est que quand vous ouvrez une usine dans un territoire délaissé, la colère diminue, l'espoir renaît. Et donc, je considère que l'industrie, au-delà de l'impact économique, social et environnemental, j'espère qu'on va en parler, c'est aussi une arme politique. Pour moi, c'est une arme anti-colère qu'on a bien trop longtemps délaissée, qui a nourri, il faut se le dire, le Front National, qui a germé là-dessus de manière extrêmement puissante depuis des décennies. Donc moi, je me suis engagé en politique, je faisais des choses complètement différentes avant parce que je ne souhaite pas que la colère l'emporte. Je souhaite continuer à nourrir l'espoir. Et l'industrie, c'est une arme d'espoir dans ces territoires qui ont été trop longtemps délaissés. Vous parliez tout à l'heure des batteries à Dunkerque, des puces à Crolles. Nous, on a, à Marianne, la semaine dernière, cette semaine, fait un sujet sur nos impôts qui financent les multinationales étrangères, parce que ces batteries et ces puces, on s'en réjouit, elles vont créer des emplois, mais elles ont tout de même absorbé des milliards d'aides publiques et de subventions. Alors, c'est le grand paradoxe dans l'histoire, c'est que l'État prend conscience de ces enjeux de souveraineté, et pourtant, par les milliards qu'il donne à ces entreprises, environ 30% de l'investissement. C'est ça, à peu près. Ce sont des ratios énormes, qui, autant l'admettre, qui sont des standards internationaux, qui ne sont pas simplement français. Mais enfin, quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État s'est désarmé,
l'État est obligé de donner autant de subventions à des industries pour qu'elles fassent émerger des usines et créer des emplois, de la souveraineté. Mais enfin, il y a quand même une sorte de paradoxe. Mais non. On est dans une révolution industrielle. Une nouvelle révolution industrielle qui est celle du climat. Vous avez deux manières de régler le problème du climat. Vous consommez électrique, donc vous conduisez des voitures électriques, vous installez des éoliennes et des panneaux photovoltaïques et vous faites faire tout ça en Chine. Le bilan carbone est désastreux et en plus vous détruisez de l'emploi. Ou vous dites, moi je vais réconcilier économie et écologie, donc je vais en profiter pour développer l'industrie verte. Oui, mais vous mettez 4,4 milliards sur la table pour deux projets. Et combien on a mis pour, dans les années 50, 60 et 70, construire des autoroutes, construire des voies de chemin de fer, construire des lignes à haute tension, construire des centrales nucléaires. À l'époque aussi, face à une révolution industrielle. À l'époque que nous étions actionnaires, mais pas aujourd'hui. Mais on est investi dans un certain nombre de ce projet, d'ailleurs il faut le dire, via la Banque publique d'investissement. Et surtout, nous sommes convaincus que les retombées, elles vont être pour tout le monde, vous le savez. Un emploi industriel, c'est entre 3 et 5 emplois induits. Vous le savez, Marianne nous interpelle régulièrement là-dessus, les services publics ont tendance à disparaître des territoires éloignés. Mais on ne va pas les installer avec de l'argent public qui crée des hôpitaux là où il n'y a pas d'activité économique. Donc en créant ce tissu qui fait qu'aujourd'hui la France commence à être réputée dans le monde entier pour ce qu'on appelle sa vallée de la batterie par exemple. Évidemment on dépense de l'argent public, mais c'est de l'investissement qui fait qu'on va avoir du retour sur investissement économique, social, et je le répète, oui, un peu politique. Alors, quel est le sens économique de ces subventions? C'est-à-dire que les Français, ils disent c'est bien beau, mais ça coûte un pognon de dingue. Je peux vous dire Pardonnez-moi cette non, mais je peux vous trivialité. dire que moi, quand je vais à Dunkerque, ils disent pas c'est bien beau, mais ça coûte un pognon de dingue. On est en train de redonner un espoir à un territoire qui avait détruit 10 000 emplois industriels depuis 10 ans et qui va en produire 20 000 dans les 10 ans qui viennent. À Dunkerque, on est en train de recréer de la fierté. Et on le fait d'ailleurs avec les élus locaux, avec les industriels qui sont tous alignés. Maintenant, c'est vrai que cet argent, il ne doit pas servir à financer n'importe quoi. Et donc, on est dans cette transition écologique qui fait qu'aujourd'hui, si on ne finance pas une partie de ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire le fait que grâce à cette industrie, on va produire moins, et bien les industriels ne peuvent pas rentabiliser ces investissements. Mais tout ça est financé de manière extrêmement rigoureuse. Vous l'avez dit, les autres pays le font. Tout ça est surveillé. Intel, 10 milliards, je crois. 9 milliards en Allemagne. Non mais attendez. Pour une usine bien plus importante que celle qu'on a créée à Crolles. Mais d'accord, l'alternative c'est quoi? Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'alternative, je ne vais pas vous faire mon Margaret Thatcher, mais c'est que ces microprocesseurs, ils viennent du bout du monde et qu'à la prochaine crise sanitaire ou à la prochaine crise géopolitique, l'Europe se dise bien dépourvue une fois que l'hiver fut venu. On n'a plus de microprocesseurs pour nos voitures, nos téléphones, nos vidéos, etc. Donc, cet enjeu de souveraineté, donc il faut reconnaître que Marianne l'a porté avant d'autres. Il est essentiel, mais il était un peu théorique jusqu'à présent, il était un peu cocardier. Là, on l'a touché du bout du doigt. Sur les médicaments, sur les microprocesseurs, sur, au fond, des technologies dont on a besoin de manière durable. Et la nouveauté, et là-dessus on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec Marianne, c'est que l'Europe est en train de changer de logiciel là-dessus et qu'on les a convaincus qu'au niveau européen aussi, on était prêt à parler de souveraineté, on était prêt à l'intégrer dans les marchés publics et donc le logiciel européen, lui aussi, il est en train de changer. Pendant 20 ans, l'Europe, c'était un marché, une concurrence libre et parfaite, en grande partie grâce à, d'ailleurs, la démarche de la France et la force de conviction de notre président, on a réussi à convaincre l'Europe de changer là-dessus aussi. Vous m'offrez une très bonne transition sur la commande publique. Oui. Parce que alors, ici, ils sont très remontés en disant 111 milliards de dépenses publiques de l'État à l'égard de 30% des travaux publics, 30% des fournitures. C'est quand même un vecteur, un marché pour ces PME, pour ces territoires. Sauf que cette commande publique, elle s'insère dans un cadre réglementaire international ou européen. Et la France, l'État, les collectivités locales, les acteurs publics ne peuvent pas, je dirais, traiter avec faveur les entreprises françaises. Pourquoi ne pas changer la donne? Soi-disant que les Allemands se débrouillent mieux. Non mais ils peuvent d'abord, ils peuvent. Ils ne peuvent pas dire je n'achète que français, parce que ça effectivement c'est contraire aux règles européennes.
Mais moi, je veux que les entreprises françaises puissent aussi aller vendre en Allemagne. Donc si vous dites je n'achète que français en France, l'Allemagne n'achètera qu'allemand et on se retrouvera, comme il y a 35 ans, chacun dans son coin. Donc moi, je crois à la construction européenne. Je crois à la force de l'Europe. Et je crois à la capacité des entreprises françaises à conquérir l'Europe et le monde. Donc je ne veux surtout pas qu'on leur ferme la porte. Mais ce qu'on a voté, je l'ai voté comme parlementaire dans la loi énergie-climat. Et nous l'avons renforcé dans la loi industrie verte que j'ai portée à l'Assemblée et au Sénat. C'est une capacité des acheteurs publics français à intégrer dans leurs critères de manière importante des critères environnementaux et des critères de souveraineté. Et donc dans des secteurs particuliers, l'alimentation, la santé, le critère de souveraineté peut l'emporter. Et je peux vous dire qu'on a sauvé une boîte qui faisait des poches à perfusion à Tourcoing. Cette boîte s'appelle Carlyle. On a trouvé un repreneur qui est un industriel lyonnais, qui l'a reprise, qui met plus de 40 millions d'investissements. L'État lui a prêté 15, donc vous reconnaîtrez qu'en termes de rapport, quand même, il a mis plus d'argent que nous. Ouais, mais prêter, c'est avec des taux d'intérêt. Oui, mais attention, avec une volonté partagée que les acheteurs publics s'engagent à acheter des poches à perfusion made in Tourcoing. Ils l'ont fait parce qu'ils ont compris. Là aussi, on est un peu en train de changer de logiciel. Donc pour vous, je dirais l'effort sur le plan réglementaire et légal, il est fait. Non, c'est-à-dire que moi je rêve d'un Buy European Act. Je rêve qu'en Europe, on fasse ce que font les Américains et ce que font les Chinois. On n'est pas encore là. On a commencé. Ça fait des années que j'entends parler de ça. Oui, mais on progresse. Il y a maintenant dans les dispositions des démarches, ça s'appelle le NZIA, Net Zero Inflation Act. Des dispositions qui vont renforcer la commande publique sur les enjeux environnementaux et de souveraineté. Donc ça existe. Et je peux vous dire qu'on est en train de négocier les détails avec nos amis allemands, néerlandais et danois, que ce n'est pas tous les jours facile. Donc on n'est pas dans la révolution, mais on avance. Mais ce qui surtout est essentiel, c'est le changement d'état d'esprit. Il faut que les acheteurs publics, il faut qu'on les rassure, et ça on l'a fait par la loi, ils ne seront pas poursuivis s'ils achètent un produit qui est meilleur environnementalement parlant et donc fait en Europe que s'il est fait au bout du monde. Mais on peut dire aussi fait en France. Oui, on peut. Mais moi, j'adore le fait en France pour les choses qui sont bien faites en France. J'adore aussi le fait en Allemagne pour les choses bien faites en Allemagne. Moi, j'ai inauguré une usine Vorwerk qui fait des Thermomix à Châteaudun en Eure-et-Loire. C'est une entreprise allemande qui vient s'installer en France pour faire des Thermomix. Aujourd'hui, on n'est plus, je pense, dans un monde où chacun se regarde en chien de faïence en disant « chez toi, c'est chez toi, chez moi, c'est chez moi ». L'euro, le marché unique, il a créé une véritable économie européenne intégrée. Donc attention à ne pas trop fermer nos frontières aux producteurs européens, au risque évidemment qu'ils en fassent de même à notre égard. Compte tenu des différentiels de balance commerciale, il est difficile de dire que c'est un commerce intégré, une économie intégrée. Mais moi je note dans votre livre Nos totems, nos tabous, et dans l'exercice de votre ministère, un changement. J'ai l'impression que vous étiez, d'abord vous commencez par partir dans votre livre, je dirais un peu, je dirais pas contre le gaullisme, c'est pas vrai, mais à remettre en cause cette influence du gaullisme social, de l'interventionnisme, et puis aussi tout de même un fédéralisme européen très assumé. On a l'impression que vous êtes un petit peu en train de changer dans une dimension plus industrieuse, me semble-t-il, à la fois à la lecture de votre livre. Je suis content que vous me posiez la question. Et à la fois à la lecture de votre livre et à l'écoute de vos propos. Alors, dans mon livre, donc merci de faire un peu de pub pour ce livre qui n'a pas été le best-seller de l'année, je mettais en cause un certain nombre de totems et tabous que je considérais bien français rentrant d'Amérique du Nord, dont la capacité inénarrable que tout le monde aujourd'hui en France a à se reconnaître du gaullisme. Et la statue du général de Gaulle, qui était un héros exceptionnel et un grand leader, est aujourd'hui complètement dévoyée. J'étais hier soir à l'Assemblée nationale. Le Front National se répand du gaullisme. Un député insoumis a cité le général de Gaulle comme un exemple. À partir du moment où tout le monde est gaulliste, ça veut dire que plus personne ne l'est. Et donc c'est ça que je remettais en question. Il y avait quand même une critique de fond aussi. Et il y avait une critique de fond qui était la suivante. Les méthodes des années 50, 60 et 70 ne sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Donc je parlais d'industrialisation.
dans mon bouquin. Mais pas effectivement dans une logique où, pour simplifier, je disais le nez du Concorde était dessiné dans un bureau ministériel dans le 7e arrondissement. Évidemment, aujourd'hui, la fusée qui a révolutionné l'espace mondial, c'est Elon Musk qui l'a inventé. Il y avait de l'argent public derrière, donc il y avait des subventions, donc il faut donner des subventions. Mais le monde, le temps où la politique industrielle se décidait, se dessinait et se fabriquait au ministère de l'Industrie, il est terminé. Ça veut dire que le ministre de l'Industrie, aujourd'hui, il doit davantage être stratège. Donc vous êtes le même? Non, je ne sais pas si je suis le même. Évidemment, le Covid est passé par là. Et on a réalisé que le monde n'est pas si plat que ça. Et qu'on a évidemment des enjeux de souveraineté importants. Et le fait de se retrouver ministre de l'Industrie et de discuter avec des industriels qui vous racontent au quotidien comment ils galèrent pour s'assurer que l'acheteur public fasse ceci ou que le fournisseur fasse cela, évidemment, tout ça nous conduit à évoluer. La théorie, la pratique, c'est toujours intéressant de combiner l'un ou l'autre. Mais je ne crois pas que c'est en retournant à la France et à l'Europe des années 50, 60, 70 du général de Gaulle qu'on va avancer. Donc gardons l'esprit. L'esprit du général de Gaulle, c'était le dépassement, c'était le pragmatisme, c'était l'ambition. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, si on ne s'appuie pas davantage sur les entrepreneurs, sur les industriels, sur les entrepreneurs familiaux, mais on n'y arrivera pas. Donc oui, je crée un collectif dans lequel je suis plus un coach qu'un patron, et j'en suis assez fier finalement. Et le fédéralisme? Alors, l'Europe... Vous êtes toujours attaché au fédéralisme? Bien sûr, mais pas le fédéralisme fantasmé qu'un certain nombre de gens voient derrière ce type de mots, là encore, tabou, totem. Moi, j'ai vécu 10 ans au Canada. Il y a une vraie responsabilité de ce qu'on appelle les provinces. Aujourd'hui, le Québec, il est responsable de sa politique sanitaire, de sa politique éducative, de sa politique universitaire. Il a une souveraineté, d'ailleurs parfois rêvée encore plus profonde par un certain nombre de Québécois et de Québécoises. Mais le Canada met en commun un certain nombre de politiques publiques très fortes. La défense, évidemment, la politique commerciale. Donc pour moi, le fédéralisme, c'est pas on renvoie tout à Bruxelles, mais on est capable de reconnaître qu'ensemble, on est plus fort que séparément. Moi, j'ai travaillé sur l'euro dans les années 90. Marianne n'était pas très pour, et moi, j'étais à fond pour. Oh, c'était très partagé. Voilà, et comme la France d'ailleurs, comme la gauche et comme la droite. Bon, moi, je suis persuadé, au-delà des intérêts économiques et financiers qu'ont eu l'euro, que l'euro, il a conduit un certain nombre d'Européens à se sentir plus européens. Que le marché unique décrié par certains a permis aux Françaises et aux Français d'aller se balader en Europe, aux jeunes d'aller faire Erasmus, aux stagiaires d'aller travailler ailleurs avant de revenir en France, et que tout ça, ça a créé évidemment de la valeur économique et sociale avec des défis que vous avez mentionnés, mais en revanche, ça a créé de la vraie valeur politique. Et ça, si on ne l'avait pas fait, je pense qu'on serait aujourd'hui moins européens. On aurait sans doute moins bien résisté au Covid parce qu'on n'aurait pas acheté les vaccins en européen. On aurait sans doute moins bien réagi à la guerre en Ukraine parce qu'on y a réagi en européen. Donc pour moi, le fédéralisme, c'est pas juste... Est-ce qu'ils souscrivent à ce propos, les gens qui sont ici, les patrons qui se battent pour le Made in France? Est-ce qu'ils se disent, bah oui, c'est parfaitement compatible? Vous avez quand même parfois, depuis quelques temps, l'idée selon laquelle, non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Non mais vous pensez... Et que les intérêts ne sont pas toujours convergents. Non mais il ne faut pas être naïf. Donc d'abord... Qu'est-ce qu'ils vous disent? Non mais eux, d'abord, ils ne me parlent pas de politique. Donc le fédéralisme, le nationalisme, le patriotisme, eux sont avant tout des gens qui ont des convictions, parce qu'ils sont plutôt attachés aux fabriqués en France, et aussi et surtout, je dirais, à la transition écologique. C'est souvent ça le moteur premier des entrepreneurs qui souhaitent développer des entreprises. Un certain nombre d'entre eux sont jeunes dans la durée, qui disent « moi je souhaite être un entrepreneur responsable ». Ce n'est pas forcément juste le bleu, blanc, rouge et la cocarde qui les anime. C'est le fait qu'en produisant localement, on adresse le sujet de la transition écologique. Eux, ils veulent que la concurrence soit juste. Et ce n'est pas toujours le cas, notamment à l'extérieur de l'Europe. Même à l'intérieur de l'Europe. Mais oui, mais il y en a beaucoup qui veulent aussi pouvoir exporter. Vous pensez que le fabricant de jeans 1803 que j'ai vu tout à l'heure, qui fabrique des jeans en France, il ne serait pas heureux de pouvoir exporter ses jeans en Belgique, en Suisse ou en Italie? Évidemment que si. Parce que le marché du jean, il ne se réduit pas au marché français. Et le marché européen, c'est plutôt une bonne dimension, parce qu'il a de la taille, c'est le plus grand marché du monde, mais il est quand même relativement local. Donc, je ne veux pas être naïf, je ne veux pas donner l'impression que l'Europe est la réponse à tous nos problèmes. Mais on est à la veille d'une élection européenne.
Et je sens qu'on va raconter tout et n'importe quoi sur l'Europe, sur l'immigration, sur l'économie, sur le social. Donc oui, moi je veux continuer à dire aux Françaises et aux Français que l'Europe, ça fait partie des solutions, à condition de la construire de manière politique, de manière pas naïve, de manière intégrée, mais aussi de manière ambitieuse, j'en suis convaincu, sur l'immigration, sur l'économie, sur le financier, sur l'environnement. Si l'Europe est la première nation neutre la première région du monde neutre en carbone en 2050, ce sera grâce à l'Europe. Ce ne sera pas grâce à la France, l'Allemagne et l'Italie, parce que si on le fait de manière séparée, alors là, je peux vous dire que la concurrence, elle sera toute saine et parfaite, on va se tirer la bourre. Écoutez, sur ces mots positifs et avec un rendez-vous pour les prochaines européennes, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'être venu sur notre stand au Salon Made in France parler de patriotisme industriel. Non mais merci à vous et même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, bravo à Marianne de porter haut et fort les couleurs de l'industrie française. Puis merci d'avoir permis un débat contradictoire. À bientôt.